Alors arrive le chapitre où Freud se pose la question, enfin développe la question de le rêve comme réalisation d'un désir. Il dit que la première difficulté, c'est une difficulté évidente à tout le monde, c'est qu'on fait souvent des rêves qui apportent pas spécialement de plaisir, voire même des cauchemars qui apporteraient plutôt du déplaisir, voire même de l'angoisse. Alors elle est où la réalisation des désirs là? Et il entend l'objection et il répond parce qu'il y a trois difficultés. La première, dit-il, c'est que certains rêves, le travail d'élaboration du rêve n'a pas pu se faire complètement. Et donc, les difficultés laissées à la traîne par ce travail d'élaboration du rêve restent en place et apparaissent comme difficultés, ce qui obère le plaisir que pourrait donner la réalisation d'un désir. La deuxième, j'y suis plus sensible parce que la première, j'avoue que je ne comprends pas. Hein, ce que je viens de vous dire là, je l'ai lu, ce que Freud dit. Je suis pas sûr de l'avoir compris parce que moi, avec mes propres rêves, j'ai pas vécu ça. Mais j'ai pu ne pas le voir, ça peut arriver, pourquoi pas. Par contre, je suis donc beaucoup plus sensible à la deuxième difficulté qu'il évoque, qui est la suivante. Il y a l'intervention de la censure. Et l'intervention de la censure, c'est pour rendre le désir en question méconnaissable. Et effectivement, si le désir est méconnaissable, c'est difficile de voir qu'il y a une réalisation et donc d'obtenir du plaisir par ce biais. Mieux, la censure peut parfois être tellement forte qu'elle se transforme en angoisse. Et l'angoisse, c'est donc déplaisir total. C'est pas plaisir du tout. Alors, je l'entends bien, je le reconnais ça tout à fait dans mes propres rêves, sauf que moi, j'en suis venu à dire plutôt que nos rêves sont faits de désirs contradictoires. La censure, c'est aussi un désir. Désir de respecter la morale, désir de ne pas faire de déplaisir à quelqu'un, désir de paraître à ses propres yeux comme une oie blanche, comme un saint, comme conforme à un idéal. C'est aussi des désirs, ça. Et qui ne conviennent pas avec le désir de tuer papa, coucher avec maman, ou l'inverse, etc. Et tuer les frères et sœurs, parce que c'est des rivaux sur le chemin qui mène à papa ou maman, par rapport à la morale, par rapport à l'idée que je me fais de moi-même, ça ne va pas du tout. Hein. Donc les désirs sont en conflit, je préfère dire les choses comme ça. Ça m'évite de mettre la censure toujours sur le registre de la morale et de ce qu'il faudrait écarter pour se connaître vraiment dans ses désirs profonds. La morale, ça fait partie aussi de nos désirs profonds et les désirs contradictoires qui peuvent être j'aime papa, donc j'ai envie de tuer maman, j'aime maman, mais donc j'ai envie de tuer papa, ça peut arriver en même temps. Et donc là, il y a conflit en moi-même. Hein. C'est pas forcément la morale, c'est le conflit de deux amours différents qui se combattent et de haines différentes qui se combattent. Hein. Et ça donne la censure. Sur cette question de la censure, Freud se demande pourquoi la censure est complètement efficace, presque complètement efficace, pendant la journée, pendant la vie de veille, et pourquoi elle diminue pendant le sommeil. L'idée, c'est que dans le rêve, justement, nous avons cette inhibition musculaire dont j'ai parlé avec les expériences des chats et de Louis Jouvet qui inhibent l'inhibition. Mais chez nous, ce n'est pas le cas, donc nous sommes inhibés, et nous le savons. Nous ne pouvons pas faire autre chose que dormir, ou bouger un petit peu les membres de droite à gauche, changer de position. D'une manière générale, on reste dans le lit. Autrement dit, quelque part, le sujet le sait, et lorsqu'il rêve de tuer son père, ou ses frères, et de coucher avec sa mère, eh bien, finalement... quelque part, il sait que ce n'est pas vrai. Enfin, ce n'est pas dans la réalité. C'est la vérité du désir, mais elle ne va pas se transporter dans la réalité.
Et c'est ce qui fait dire à la plupart des gens qui ont rêvé des horreurs. Alors, parfois, c'est loin d'être aussi clair que ce que je raconte, hein. On peut rêver du coup de guerre, de crimes, de viols, de choses terribles, qui n'ont pas forcément rapport avec papa ou maman. Mais c'est un effet de la censure qui généralise le sentiment pour le dissimuler, hein. Mais ce sont quand même des horreurs, et en se réveillant, le rêveur se dit quand même, ce n'était qu'un rêve. Et hop, on peut oublier pendant la vie de veille. Donc c'est ça qui permet, ce fait de savoir que ce n'est qu'un rêve, ça permet d'abaisser le seuil de la censure. Je crois que c'est très juste de la part de Freud. Et là, ma formulation de conflit entre désirs, eh bien, elle convient aussi, puisque le conflit entre désirs, eh bien, ça ne va pas amener non plus à des meurtres réels. Ça amène une vérité, une mise en scène vraie de ces désirs, et c'est tout. Mais, moi j'ai entendu beaucoup de gens s'interdire de rêver, voire s'interdire de dormir, car c'est l'explication de très nombreuses insomnies, parce que ils pensent que le rêve, c'est la réalisation du désir au sens de réalité. Et ça, ils n'en veulent pas. Alors c'est là que moi j'interviens, et je n'hésite pas à dire et à répéter tout au long d'une analyse, parce que ça a du mal à rentrer des fois, hein, à répéter, ce n'est qu'un rêve, ce ne sont que des images, ce ne sont que des mots. Ce ne sont pas des actes. Et j'ajoute même, vous avez le droit de rêver. Vous avez le droit de fantasmer. Vous avez le droit aux rêves et aux fantasmes les plus horribles, hein, ou les plus jouissifs pour votre plaisir, hein. Ce n'est que du rêve. Ce n'est que des images. Ça ne passe pas dans la réalité. Et ça finit par faire son petit effet de laisser venir les rêves et du coup laisser venir le sommeil, parce qu'il y a cette fonction qui se met à fonctionner du coup du rêve comme gardien du sommeil, hein. Je m'autorise à rêver, donc je m'autorise à dormir. Sur cette histoire de désir contradictoire, Freud a cependant un rêve, non pas un rêve, Freud a cependant la bonne idée de nous rappeler ce conte que je crois tout le monde connaît, qui est l'histoire des trois vœux. Une femme rencontre un génie quelconque qui lui offre trois vœux, et donc elle rentre chez elle en traversant la campagne avec l'idée de parler des trois vœux à son mari, que ça va être formidable, et rentrant dans le village, elle sent une bonne odeur de saucisse, et elle se formule le vœu, si je pouvais avoir ces saucisses, du coup elle a les saucisses. Il y a un vœu qui est perdu, mais elle a les saucisses, bon. Alors, elle rentre à la maison, elle en parle à son mari, et son mari se fout en colère en disant « Comment ? Tu as perdu un vœu en demandant à cet absurde vœu d'avoir des saucisses, alors qu'on aurait pu réclamer des millions, une belle maison, etc. Mais que ces saucisses te pendonnaient. » Et du coup, les saucisses pendonnées de la femme. C'est parce que c'est le désir du mari. Et du coup, comme troisième vœu, elle n'arrive pas à décoller les saucisses de son nez. Il n'y a plus qu'à souhaiter que les saucisses se décollent de son nez. Vous voyez que ça fait 3 désirs réalisés, mais qu'en fin de compte, ça ne fait plus rien. Bon, évidemment, dans l'histoire, alors Freud ne nous le dit pas là, mais moi je vous le suggère, puisque c'est qu'une histoire, ça n'aura échappé à personne, la forme phallique des saucisses et le désir d'une femme d'avoir des saucisses, c'est-à-dire un phallus, et comme c'est effectivement absurde, elle n'a plus qu'à désirer elle-même de n'en pas avoir pour pouvoir être une femme. Vous voyez comme c'est compliqué en fait la réalisation du désir. De même que l'homme ne peut pas désirer, quoi qu'il puisse le désirer aussi, que sa femme ait un phallus. Mais si sa femme ait un phallus, ce n'est plus une femme. Donc il se fout en colère.
hein, et il rêve que les saucisses ne soient pas au niveau de l'entrejambe, mais au niveau du nez. Et puis s'il veut que sa femme reste une femme, il n'a plus qu'à rêver que le phallus revienne à sa place où il ne peut pas s'en aller. Alors, je vous avais dit que dans le fameux rêve des places de théâtre achetées trop tôt, et du théâtre avec le parterre vide, et j'avais dit que là-dedans, j'avais du mal à voir la réalisation d'un désir. Mais Freud, qui veut faire un effort démonstratif, là, revient sur ce rêve dans le chapitre sur la réalisation des désirs, et nous amène à cette formule que, au fond, ce qui est en question, c'est le désir de mariage, c'est-à-dire le désir d'avoir un homme, le désir d'avoir un homme qui s'exprime, selon lui, dans le fait d'avoir 3 places pour 1 florin 50. 3 places, il dit 3, c'est le chiffre de l'homme. Il ne dit pas que 3, ce que moi j'ai repéré dans des centaines de rêves, 3, c'est le chiffre de une bite et 2 couilles, quoi. C'est pas seulement le désir d'avoir un homme. Le désir d'avoir un homme est subordonné au désir d'avoir un phallus qu'on vient d'examiner dans le conte des saucisses. Donc là, oui, il y a ce désir exprimé au niveau des 3 places pour 1 florin 50. Freud le perd toujours pas au niveau du désir de voir les places du parterre remplies finalement, parce que la déception, c'est qu'elles ne sont pas remplies. Mais si elle avait pu s'acheter un homme, voilà, le désir est là. Si elle avait pu s'acheter un homme pour 1 florin 50, ce que l'ami s'est acheté pour 150 florins, c'est avoir un bijou, elle aurait eu le phallus désiré. Bon, ça c'est moi qui le traduis de cette façon-là. Ce n'est pas exactement Freud. Mais effectivement, si on veut ramener ce rêve à la réalisation d'un désir, c'est plutôt, comme il dit lui, le désir de mariage, d'avoir un homme. Il ajoute que pour cette femme, le désir d'avoir un homme, c'est aussi le désir d'aller au spectacle, parce qu'elle aime beaucoup les spectacles, et dans la société de Vienne à l'époque, on ne va pas au spectacle quand on est une femme seule. Donc quand on a un homme, on peut aller au spectacle. Ça permet de réaliser les 2 désirs, le désir de mariage, le désir d'aller au spectacle. Mais désir d'aller au spectacle, ou si le parterre est vide, ça reste le désir de remplir ce parterre, c'est-à-dire de devenir comme un homme. Donc la cause semble être entendue, un rêve est toujours la réalisation d'un désir ou de désirs contradictoires. Cependant, Freud, qui est honnête et scientifique, se pose la question, et si c'était aussi autre chose ? Pourquoi pas ? Il dit, et c'est ça que j'aime bien chez lui, il dit il est permis d'être coulant dans les affaires commerciales, mais dans les affaires scientifiques, ça, il n'est pas question. Donc on ne peut pas laisser une question à la traîne comme ça, au prétexte que ça serait plus facile pour nous. Hein, on ne prend que les arguments qui vont dans notre sens et on oublie les arguments qui pourraient nous être opposés. Et Freud prend bien soin de détailler tous les arguments qui pourraient lui être opposés. C'est-à-dire ce sont des arguments qui lui viennent à lui-même. Il est en dialogue avec lui-même, ce qui est extrêmement honnête, et c'est quelque part une démarche scientifique que je reconnais comme scientifique et dans laquelle je me permets de me reconnaître aussi. Alors, et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il poursuit en disant « Pourquoi un rêve ne correspondrait-il pas à autre chose qu'à la réalisation d'un désir ?» Il ajoute « Ma première réponse à cette question sera comme toujours dans les cas analogues, je n'en sais rien. » Là, c'est le Sigmund Freud que j'adore. Car il sait pas. Et il part au moins de ce non-savoir et il va essayer d'examiner la question. Il ajoute qu'il a relaté un jour un rêve où la réalisation était celle d'un projet. Un autre rêve qui ressemblait plutôt à une confession. Donc des rêves où il semblait ne pas y avoir de réalisation de désir. Alors il dit, mais quand je relate des rêves comme ça, je me contredis. Je contredis en tout cas l'universel de ma proposition. Tous les rêves sont réalisation de désir.
Il n'y a pas que projet et confession. Il y a aussi, dit-il, tout ce tout ce qu'on trouve dans les manuels des rêves, hein, que c'est la réponse à une question, que c'est un problème qu'on se pose dans la journée. Vous savez, on dit on a trouvé la réponse dans un rêve le lendemain matin. Il peut y avoir aussi un avertissement lorsqu'on peut croire à des entités qui viennent pour nous avertir qu'il va se passer ceci ou cela, qu'on ferait bien de se méfier de ceci ou de cela. Et il dit, mais tout cela existe, mais cela suppose qu'on confond les pensées manifestes du rêve avec les pensées latentes. Tout ce que je viens de détailler, avertissement, projet, confession, etc., ce sont des pensées manifestes. Dessous, il y a les pensées latentes, et dans les pensées latentes, dit-il, il y a toujours la réalisation d'un désir. En tout cas, ou un désir qui se manifeste, même s'il est empêché dans sa réalisation par un désir contradictoire. Vous vous rappelez le rêve, encore une fois, qui revient tout le temps, c'est le fil conducteur de ce chapitre sur le rêve des trois places de théâtre pour 1 florin 50. Alors Freud y revient encore. Effectivement, les pensées manifestes du rêve, c'est plutôt un regret d'avoir pris les places trop tôt et de se trouver avec un parterre de théâtre vide. Eh bien, là, Freud va encore un peu plus loin dans son élaboration et dit oui, mais le rêve a été déclenché par le fait de l'annonce des fiançailles de son amie Élise, qui est 3 mois plus jeune qu'elle. Or, dans la société de l'époque, être marié, c'est vraiment un plus pour une femme. Et donc, Freud nous dit qu'elle transforme le regret en triomphe, parce que le triomphe, c'est « Ah ah, moi je suis marié déjà depuis un moment, alors que toi tu viens seulement de te fiancer. Moi je peux aller au spectacle, toi tu ne peux encore pas. » Bon, mais ça c'est les élaborations de Freud, comme je vous ai raconté les miennes. Donc il continue sur sa lancée d'interprétation de ce même rêve, et comme s'il avait complètement oublié la personne qu'il a rêvé. Parce que maintenant, il essaie de mettre ce rêve en conformité avec la théorie qu'il a trouvée, théorie qui s'énonce de la façon suivante: le rêve est la réalisation d'un désir ou de plusieurs désirs contradictoires. Donc il faut qu'il trouve que c'est conforme. Je pense qu'il n'a pas tout à fait tort, mais il a quand même tort sur ce point, c'est qu'il fait les élaborations lui-même, il oublie la personne qui est à l'origine de ce rêve. Je vous ai dit que son intention de faire d'œuvre de science, c'était quelque chose qui me plaisait bien, mais effectivement, là, il fait œuvre de science au sens qu'il fait une élaboration logique. Qui essaie de suivre la logique qu'il vient de trouver au rêve, la logique des pensées latentes, plus la logique des pensées manifestes. Donc, en cherchant à être scientifique, effectivement, il oublie ce qui n'est pas scientifique, mais qui est la spécificité de la psychanalyse, qu'il a lui-même mis en place, ainsi que je vous l'ai fait remarquer au début de cette vidéo, et ce qui est au début de son chapitre, comme quoi il faut faire appel à la singularité du sujet, et à ce que le sujet dit, lui, de son propre rêve.